Chapitre 6. Shasta, au milieu des tombes. Shasta courait avec légèreté sur la pointe de ses pieds nus brûlés par la chaleur du toit. Arrivé au bout, il n'eut besoin que de quelques secondes pour se hisser sur le mur, et quand il en atteignit l'angle, il vit en dessous de lui une rue étroite et malodorante, avec un tas d'ordures posées contre le mur, exactement comme Corinne le lui avait dit. Avant de sauter, il jeta un rapide coup d'œil autour de lui pour se repérer. Apparemment, il était maintenant de l'autre côté de l'île et de la colline sur laquelle Tashbaan était construite. Devant lui, ce n'était qu'une cascade de toits plats dévalant en escalier jusqu'à la muraille nord de la ville, avec ses tours et ses remparts. Au-delà, le fleuve coulait, et passé le fleuve, une petite montée couverte de jardins. Encore plus loin, il y avait autre chose, mais qui ne ressemblait à rien de ce qu'il ait déjà vu. Une immense surface gris, jaunâtre, plate comme une mer calme et s'étendant sur des kilomètres. De l'autre côté, il discerna d'énormes masses bleues, comme des bosses, mais avec des crêtes et déchiquetées, dont certaines étaient blanches au sommet. « Le désert! Les montagnes! » se dit Shasta. Il sauta sur le tas d'ordures et courut pour descendre aussi vite que possible la ruelle étroite, qui déboucha bientôt sur une autre, plus large, où passait plus de monde. Personne ne daigna jeter un coup d'œil à ce petit garçon en haillons qui courait pieds nus. Il ne cessa pourtant pas de se sentir anxieux et mal à l'aise, jusqu'à ce qu'il vit, en face de lui, après un tournant, les grilles de la ville. Là, il fut un peu serré et bousculé, car beaucoup de monde sortait en même temps que lui. Et sur le pont, après les grilles, la foule ne s'écoulait plus que lentement, en procession, comme des gens faisant la queue. À l'extérieur de la ville, avec cette eau claire courant de chaque côté, il régnait une fraîcheur bien agréable après la puanteur, la chaleur et le bruit de Tashbaan. Arrivé à l'extrémité du pont, Shasta vit la foule se disperser. Apparemment, chacun partait à droite ou à gauche, le long de la rive du fleuve. Il prit, droit devant lui, une route qui ne semblait pas très fréquentée, avec des jardins de chaque côté. Après quelques enjambées, il se retrouva tout seul, et quelques pas de plus l'amenèrent en haut de la côte. Arrivé là, il se figea, sur place, fasciné. Comme s'il arrivait au bout du monde, car d'un seul coup, à quelques mètres de lui, l'herbe s'arrêtait complètement, faisant place au sable, une interminable étendue de sable, comme au bord de la mer, mais un sable un peu plus rugueux, parce qu'il n'était jamais humide. Les montagnes, qui maintenant paraissaient plus lointaines qu'avant, se découpaient à l'horizon. À son grand soulagement, il aperçut les tombeaux, à environ 5 minutes de marche sur sa gauche. Exactement conforme à la description de Brie, d'énormes masses de pierre en désagrégation, qui faisaient penser à des ruches géantes, en un peu plus élancées. Elles paraissaient d'autant plus sombres et sinistres que le soleil était en train de se coucher juste derrière. Il bifurqua vers l'ouest et courut vers les tombeaux. Il ne pouvait s'empêcher de chercher anxieusement du regard le moindre signe de la présence de ses amis, bien que, ébloui par le soleil couchant, il ne pût voir grand-chose. Et de toute façon, pensait-il, ils seront derrière le tombeau le plus éloigné, bien sûr, et pas de ce côté-ci, ou de la ville. N'importe qui pourrait les voir. Il y avait environ 12 tombeaux, chacun avec une porte basse et voûtée qui ouvrait sur une obscurité absolue. Ils étaient éparpillés sans aucun semblant d'ordre. Aussi fallait-il beaucoup de temps pour être sûr, en allant faire le tour de celui-ci puis de celui-là, d'avoir inspecté chaque tombeau sous tous les angles. C'est ce que Shasta dut faire. Il n'y avait personne. Tout était très tranquille là, à l'orée du désert. Et maintenant le soleil était vraiment couché. Soudain, quelque part derrière lui, il entendit un bruit épouvantable. Son cœur se mit à battre violemment. Il dut se mordre la langue pour se retenir de crier. La seconde d'après, il sut ce que c'était. Les trompes de Tashbaan, sonnant la fermeture des portes. « Stupide petit poltron !» se dit-il lui-même. « Eh bien quoi? C'est le même bruit que celui que tu as entendu ce matin. » Mais il y a une grande différence entre un bruit qui signifie, le matin, que vous pouvez entrer dans la ville avec vos amis,
et le même bruit qui vous laisse dehors, seul, dans les ténèbres naissantes. Maintenant que les portes étaient fermées, il savait qu'il n'y avait aucune chance que les autres le rejoignent ce soir-là. Ou bien ils sont enfermés dans Tashbaan pour la nuit, pensa Shasta, ou bien alors ils ont continué sans moi. C'est exactement le genre de choses que ferait Aravis. Mais Bri ne ferait jamais ça. Non, il ne le ferait pas. Enfin, est-ce qu'il pourrait faire ça? En ce qui concernait Aravis, Shasta, une fois de plus, se trompait complètement. Fière et plutôt dure à l'occasion, elle était néanmoins droite comme une épée et n'aurait jamais abandonné un compagnon, qu'elle ait de l'amitié pour lui ou non. Maintenant que Shasta savait qu'il lui faudrait passer la nuit tout seul, à chaque minute il faisait un peu plus sombre, il appréciait de moins en moins l'aspect de l'endroit. Il y avait dans le silence de ces hautes formes de pierre quelque chose qui vous mettait très mal à l'aise. Pendant un long moment, il avait mobilisé toute sa volonté pour s'efforcer de ne pas penser aux goules, mais il ne put y résister plus longtemps. « Ah! Ah! Au secours! » s'écria-t-il soudain, sentant quelque chose frôler sa jambe. Je crois qu'on ne peut reprocher à quelqu'un de crier si quelque chose surgit derrière lui et le touche, surtout dans un tel endroit, en un pareil moment, alors qu'il est déjà terrorisé. De toute façon, Shasta était trop effrayé pour pouvoir se sauver. Rien ne lui eût paru pire que de devoir courir tout autour du lieu d'inhumation des anciens rois, avec derrière lui quelque chose qu'il n'osait pas regarder. À la place, il fit ce qui était vraiment la chose la plus sensée. Il se retourna, et son cœur faillit éclater de soulagement. Ce qu'il avait effleuré n'était qu'un chat. La lumière était trop faible à présent pour que Shasta puisse voir grand-chose du chat, si ce n'est qu'il était grand et d'un maintien très solennel. Il avait l'air d'avoir vécu pendant de longues, longues années, peut-être seul au milieu des tombeaux. Ses yeux vous donnaient à penser qu'il savait des choses sur lesquelles il garderait éternellement le secret. « Minou, Minou, dit Shasta, je suis sûr que tu n'es pas un chat parlant. » Le chat le fixa avec plus d'intensité que jamais. Puis, il commença à s'éloigner, et bien sûr, Shasta le suivit. Le chat l'entraîna à travers les tombeaux et en sortit du côté du désert. Là, il s'assit, tout droit, sa queue levée autour de ses pieds, face au désert, un hargnard au nord, immobile, comme s'il guettait quelque ennemi. Shasta se coucha à côté de lui, le dos contre le chat, et le visage tourné vers les tombeaux, parce que lorsqu'on n'est pas tranquille, le mieux est de faire face au danger en calant son dos contre quelque chose de chaud et de bien concret. Le sable ne vous aurait pas paru à vous très confortable, mais Shasta avait dormi par terre pendant des semaines, il y prêta guère attention. Très vite, il s'endormit. Mais en rêve, il continua à se demander ce qui avait bien pu arriver à Bri, à Aravis et à Queen. Il fut réveillé en sursaut par un bruit comme il n'en avait jamais entendu auparavant. Peut-être était-ce seulement un cauchemar, s'est dit Shasta. En même temps, il constata que le chat n'était plus dans son dos. Il aurait préféré que ce ne fût pas vrai. Mais il resta parfaitement immobile, sans même ouvrir les yeux, parce qu'il était sûr qu'il aurait encore plus peur s'il s'asseyait pour promener son regard sur la solitude des tombeaux. Tout comme vous et moi pourrions rester immobiles, la tête cachée sous nos draps. Le bruit reprit. Le bruit reprit. Un cri perçant, déchirant, qui venait du désert, derrière lui. Alors bien sûr, il dut se dresser sur son séant et ouvrir les yeux. La lune brillait, très claire. Les tombeaux, beaucoup plus grands et beaucoup plus proches qu'elle ne l'avait pensé, semblaient gris dans le clair de lune. En fait, ils avaient l'horrible aspect de personnages immenses, drapés dans des robes grises qui leur couvraient la tête et le visage. C'était pas du tout des choses agréables à avoir près de soi quand on passe une nuit tout seul dans un endroit étrange. Mais le bruit venait de l'autre côté. Il venait du désert. Il fallut bien que Shasta tourne le dos au tombeau, il n'aimait pas beaucoup ça, pour fouiller du regard l'étendue de sable. Le cri sauvage retentit à nouveau. « J'espère que ce ne sont pas d'autres lions, pensa Shasta.
En fait, cela ne ressemblait pas beaucoup au rugissement entendu la nuit où lui et Bri avaient rencontré Hwin et Aravis. C'était en réalité le cri d'un chacal. Mais bien sûr, Shasta ne le savait pas. Et même s'il l'avait su, il n'aurait pas été très désireux de faire connaissance avec l'animal. Les cris retentirent encore et encore. Quoi que ça puisse être, il n'y en a pas qu'un, pensa-t-il. Il se rapproche. Je suppose que s'il avait été un garçon tout à fait sensé, il serait retourné à travers les tombeaux, vers le bord du fleuve, où il y avait des maisons, où les bêtes sauvages ne viendraient probablement pas. Seulement voilà, sur son chemin, il y aurait, ou il pensait qu'il y aurait, les ghouls. Retourner parmi les tombeaux, cela voudrait dire passer à côté de leurs ouvertures béantes et sombres. Qui sait ce qui en serait sorti? Cela peut paraître idiot, mais Shasta se sentait plutôt prêt à affronter les bêtes sauvages. Mais comme les cris se rapprochaient de plus en plus, il commença à changer d'avis. Il était juste sur le point de se mettre à courir, quand soudain, entre le désert et lui, un énorme animal apparut en bondissant. Comme la lune l'éclairait par derrière, il semblait entièrement noir, et Shasta ne savait pas ce que c'était, sauf qu'il avait une grosse tête hirsute et allait sur 4 pattes. L'animal parut ne pas avoir remarqué sa présence, car il s'arrêta soudain, la tête tournée vers le désert, et émit un rugissement, dont l'écho, en se répercutant parmi les tombeaux, semblait faire trembler le sable sous les pieds de Shasta. Les cris des autres créatures s'arrêtèrent d'un seul coup, et il crut entendre un bruit de pas qui détalait. Puis l'énorme bête se retourna pour examiner Shasta. « C'est un lion. Je sais que c'est un lion, pensa Shasta. Je me demande si ça fera très mal. Oh, je voudrais que ce soit déjà fini. J'aimerais savoir s'il arrive quelque chose aux gens après leur mort. Oh, le voilà! » Il ferma les yeux et serra les dents. Mais au lieu de crocs et de griffes, il sentit quelque chose de tiède se coucher à ses pieds. Quand il ouvrit les yeux, il exclama « Mais ce n'est pas du tout aussi grand que je l'imaginais. Il est 2 fois moins grand, mais même pas 4 fois moins grand. En fait, je peux dire haut et fort que c'est seulement le chat. Oh, je devais rêver quand je le croyais grand comme un cheval. » Et, qu'il ait vraiment rêvé ou non, ce qui était maintenant couché à ses pieds, fixant sur lui de façon troublante ses grands yeux verts qui ne sillaient pas, c'était le chat. Mais certainement un des plus grands chats qu'il ait jamais vu. « Oh, Minou, dit Shasta. Minou, oh, je suis si heureux de te revoir. J'ai fait d'horribles cauchemars. » Il se recoucha immédiatement, dos à dos avec le chat, comme au début de la nuit. La chaleur de l'animal se répandait dans tout son corps. « Oh, je ne ferai plus jamais de mal à un chat tant que je vivrai, dit Shasta, moitié pour le chat, moitié pour lui-même. Je l'ai fait une fois, tu sais. J'ai jeté des pierres à un vieux chat errant galeux, moitié mort de faim. « Hé, arrête !» Le chat s'était retourné pour lui donner un coup de griffe. « Pas de ça, » reprit Shasta. « Fais pas comme si tu comprenais ce que je dis. » Puis il s'endormit. Quand il se réveilla le matin suivant, le chat était parti. Le soleil était déjà levé et le sable brûlait. Shasta, très assoiffé, se redressa en se frottant les yeux. Le désert était d'une blancheur aveuglante, et bien qu'un vague brouhaha provienne de la ville derrière lui, là où il se trouvait, tout était parfaitement silencieux. Quand il regarda à gauche, vers l'ouest, pour ne pas avoir le soleil dans les yeux, il vit au-delà du désert les montagnes, si clairement et nettement dessinées qu'elles semblaient n'être qu'à un jet de pierre. Il remarqua particulièrement une haute masse bleue, dont le sommet se séparait en 2 pics distincts, et on conclut qu'il devait s'agir du mont Pyr. Voilà la direction que nous devons suivre, si j'en crois ce que disait le corbeau, pensa-t-il. Alors, je vais la repérer pour ne pas perdre de temps quand les autres arriveront. Et avec son pied, il creusa un bon sillon, bien profond, dirigé exactement vers le mont Pyr. Ensuite, la première chose à faire, très clairement, c'était de trouver quelque chose à boire et à manger. Il traversa les tombeaux en courant,
paraissait très ordinaire maintenant, et Shasta se demanda comment il avait bien pu en avoir peur. Pour gagner les terres cultivées près du fleuve, il y avait un peu de monde dans les parages, mais pas beaucoup, car les portes de la ville étaient ouvertes depuis plusieurs heures, et la foule du début de matinée était déjà rentrée. Il ne rencontra donc aucune difficulté pour faire un petit raid, comme disait Brie. Il lui fallut escalader le mur d'un jardin, et peu après, le butin se composait de 3 oranges, un melon, une figue ou deux et une grenade. Après quoi, il descendit au bord du fleuve, pas trop près du pont, et but un peu. L'eau était si bonne qu'il quitta ses vêtements chauds et poussiéreux pour faire trempette. Shasta, qui avait toujours vécu au bord de la mer, avait appris à nager presque en même temps que marcher. Quand il sortit de l'eau, il s'étendit sur l'herbe et son regard se posa de l'autre côté du fleuve, sur Tashbaan, dans toute sa splendeur, sa force et sa gloire. Mais cela lui en rappela aussi le danger. Soudain, il se dit que les autres étaient peut-être arrivés au tombeau pendant qu'il se baignait. Il partit sans moi, sans doute. Aussi se rhabilla-t-il, en toute hâte. Il fila à une vitesse telle qu'en arrivant, il avait très chaud et très soif, ce qui réduisait à néant l'effet de sa baignade. Comme la plupart des jours où l'on attend quelque chose, tout seul, ce jour-là parut durer 100 heures. Shasta avait beaucoup de choses en tête, bien sûr, mais quand on est assis, seul à réfléchir, le temps ne passe pas vite. Il pensait pas mal aux Narmiens, et tout spécialement à Corinne. Il se demandait ce qui s'était passé quand ils avaient découvert que le garçon allongé sur le canapé, et qui avait entendu tous leurs plans secrets, n'était en réalité absolument pas Corinne. Il lui était très désagréable de se dire que tous ces gens sympathiques le voyaient comme un traître. Mais quand le soleil, lentement, fut monté à son zénith, puis lentement, eut commencé à descendre vers l'ouest, sans que personne ne soit venu, sans que rien du tout ne se soit passé, il se sentit de plus en plus inquiet. Naturellement, il se rendait compte seulement maintenant que quand ils s'étaient convenus de s'attendre les uns les autres au tombeau, personne n'avait dit pendant combien de temps. Il ne pouvait pas rester là et attendre jusqu'à la fin de sa vie. Il ferait bientôt nuit de nouveau. Et il devrait encore affronter les terreurs de la nuit dernière. Une douzaine de plans différents lui passèrent par la tête, tous nuls, et il finit par choisir le plus mauvais de tous. Il décida d'attendre jusqu'à ce qu'il fasse noir, puis de retourner au fleuve voler autant de melons qu'il pourrait en transporter, avant de partir tout seul pour le mont Pire, en se fiant pour s'orienter à la ligne qu'il avait tracée le matin dans le sable. C'était une idée folle, et s'il avait lu autant de livres que vous sur les traversées de désert, il n'y aurait même pas songé. Mais Shasta n'avait lu aucun livre. Avant le coucher du soleil, il se passa quelque chose. Il était assis à l'ombre d'un des tombeaux, quand, levant les yeux, il vit venir vers lui 2 chevaux. Son cœur bondit dans sa poitrine en reconnaissant Brie et Queen. Mais, une seconde plus tard, son cœur redescendit dans ses talons. Il n'y avait aucun signe d'Aravis. Les chevaux étaient conduits par un personnage bizarre, un homme armé, habillé avec une certaine élégance, comme un esclave de haut rang dans une maison noble. Brie et Queen n'étaient plus travestis en bêtes de somme, mais scellés et bridés. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? C'est un piège, pensa Shasta. Aravis s'est fait prendre, et peut-être l'ont-ils torturé. Il a tout dit. Ils veulent me voir bondir, courir vers Brie et lui parler, et alors ils me prendront aussi. Oh! Et pourtant, si je ne le fais pas, je perds peut-être ma seule chance de retrouver les autres. Oh, comme j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Il se cacha derrière le tombeau, jetant un coup d'œil à intervalles réguliers, et se demandant ce qu'il était le moins dangereux de faire.